Bonjour les podcasteurs et les podcastrices. Encore merci pour vos messages de tendresse et d'encouragement. Ces audios sont des parenthèses, des guillemets de la vie quotidienne. Et puis, quel que soit le moment de la journée pour leur écoute, ils sont là comme une pause ou un élan pour faire différemment, pour se sentir encore mieux que la veille. Le matin est propice pour leur écoute, ou le soir, au calme, ou bien la nuit pour les noctambules. Je serais curieux de savoir d'ailleurs à quel moment vous écoutez cet audio, là, maintenant. La curiosité n'est pas un vilain défaut, mais plutôt l'occasion de se mettre en mouvement. Et puis aujourd'hui, je vous propose d'être curieux de ce corps que nous habitons. Et comme l'esprit n'est jamais très loin, observez les détails de leur cohabitation, les problèmes, forcés ou consentis, ou délicieusement associés pour une vie harmonieuse. Je suis Pascal Chartrain, coach de vie et hypnothérapeute certifié, et je vous propose cet épisode sur l'intelligence corporelle. Je souhaite ainsi éclairer cette relation, parfois tendre, parfois violente, entre les pensées, les émotions qu'elle procure et puis toutes ces sensations corporelles que l'on peut ressentir. Un monde invisible, peut-être un petit peu plus visible après l'écoute de cet audio, en tout cas un monde du vivant, comme preuve de notre existence, une forme d'incarnation à vivre, tout simplement. Chaque moment de la journée nous pousse à être performants. Performants dans nos réflexions d'abord, pour régler nos problèmes quotidiens, et puis performants dans notre corps pour se mettre en action. Et là, chaque fibre musculaire ou tendineuse, chaque articulation, chaque os va être sollicité pour agir et nous mettre en mouvement. Et parfois, nous ne sommes pas économes de notre corps quand il s'agit de performer encore plus. La citation latine des Jeux Olympiques, Situs, Altus, Fortus, est présente à chaque minute de notre vie professionnelle, sportive et même parfois amoureuse, amicale et sociale. Faire plus vite, plus haut, plus fort, de quoi en perdre son latin. L'ensemble des injonctions sur notre corps et notre esprit à être plus performant devient franchement pesant et extrêmement énergivore. Pas une journée sans qu'une publicité, un article de journal, une émission de radio ou de télévision ou un message sur un réseau social n'évoque une façon d'être le plus beau, le moins gros et le plus sain de l'intérieur. Ce corps, qui est une machine formidablement sophistiquée, est capable dans un temps très court de marcher, de courir, de s'essouffler, de trembler, de se dépasser, de se réparer, de se protéger. Et puis, l'instant d'après, ce corps peut tomber, se blesser, se casser, souffrir, dysfonctionner et même se déséquilibrer profondément. Une belle machine, puissante mais fragile. Voyons d'un peu plus près ce colosse aux pieds d'argile. Une question simple en préambule. Êtes-vous en bon terme avec vous-même ? Et si on vous donnait une baguette magique, que changeriez-vous spontanément sur votre corps ? En apparence ou en profondeur ? Si vous avez la possibilité, transporteriez-vous votre esprit dans un autre corps façon exorciste ? Et si cette transformation apparente pouvait s'opérer, quel serait votre choix ? Un peu plus étoffé ou un peu plus maigre ? Un peu plus petit ou un peu plus grand ? Un peu plus musclé ou davantage maigrichon, plutôt brun, blond ou roux, une poitrine plus grosse ou de petits seins, des hanches larges ou plus fines, petit nez ou gros pif, grandes oreilles de Mickey ou petites oreilles de lapin, plutôt taille 36, 40, 46. Et puis, si un changement pouvait s'opérer en profondeur, un organe que vous aimeriez changer, une fonction à dynamiser, un regain d'énergie dans un domaine ou une capacité à appuyer sur pause pour souffler davantage, un retour de flamme de jeunesse ou une maturité plus affirmée, avoir plus de veines pour ne pas tomber sur un os,
et puis se faire moins de mauvais sang, avoir un peu plus les pieds sur terre, se sentir le diable au corps ou devenir un saint. Tant d'expressions sur le corps. Des mots comme autant de fenêtres ouvertes pour signifier que j'habite bien mon corps et que cette maison est bien la mienne. Pourtant, ce corps, je ne l'ai pas choisi. Alors qu'il me plaise ou non, ce sont les cartes que l'on m'a distribuées à la naissance. Il faut que je fasse avec le jeu reçu. Et puis on grandit. Passé un certain âge, on dit vieillir. Antoine Saint-Exupéry, auquel je fais souvent référence, avait ces mots. La beauté du corps est un voyageur qui passe, tandis que la beauté du cœur est un ami qui reste. C'est vrai que parfois le temps abîme un peu le corps, mais il est censé aussi enrichir l'esprit. Sauf pour certains, comme disait Georges Brassens, qu'on ait 20 ans ou qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Et puis, le temps peut aussi embellir les visages. Un visage n'est jamais aussi beau, si émouvant qu'à son automne. Cette citation de l'écrivain Charles Juliette, je l'approuve, et puis même ça m'arrange pour mes rides à venir. J'ajouterais, à la façon de l'humoriste Groucho Marx, qui s'adressait à quelqu'un qui n'aimait pas vraiment, je n'oublie jamais un visage, mais pour vous, je vais faire une exception. Alors, quel que soit le visage, qu'il soit beau ou laid, ou ni beau ni laid, que vaut-il s'il n'est pas habité par un esprit saint? Et là, vous me voyez venir avec la fameuse citation « Mens sana in corpore sano », une âme saine dans un corps sain. C'est vrai que je suis plutôt pour les têtes bien pleines et les corps en bonne santé, plutôt que pour les abrutis méchants ou les foies cirrhosés par l'alcool. Comme disait Francis Blanche, mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. Une fois enfoncée cette porte ouverte, ma proposition est de visiter cette liaison entre le corps et l'esprit, de faire le constat de leurs relations, d'en mesurer les enjeux pour l'un et pour l'autre. Et puis, d'apprendre à construire, pas à pas, leur entente pour notre bien-être. Main sur le cœur et cœur sur la main pour le meilleur et pour le pire. Et puis, le pire, il existe quand on parle du corps. Il en existe des dysfonctionnements qui entraînent des maladies, des blessures plus ou moins profondes, des cassures internes ou externes qui nous font souffrir. Comprendre la collaboration qui existe entre ce corps charnel et cet esprit aux rivages inconnus demande encore beaucoup de recherche et de découvertes sur nos fonctionnements. Quand mon ventre gargouille parce que ma tête est contrariée, quand mes viscères se contractent lorsque je manque de décontraction, quand des boutons poussent si je m'inquiète trop souvent, quand l'anxiété et le stress m'envahissent et que mes hormones se diffusent dans mes organes, il est temps alors de réconcilier ces deux parties pour n'en faire qu'une. À force de parler d'intelligence relationnelle ou collective, de chercher dans mon cerveau des façons de construire une vie telle que je la désire, en mettant en avant les forces de l'esprit, j'ai senti poindre une certaine jalousie de mon corps qui me disait « et moi, et moi, et moi ». Les pensées c'est bien, l'esprit ça compte, mais moi, le petit orteil aussi. Ce n'est pas parce que je suis une extrémité, m'a-t-il déclamé un peu énervé, que je ne dois pas avoir moi aussi un peu de considération. Pendant ce temps, les 200 millions de neurones que nous avons dans le ventre, ce deuxième cerveau comme on l'appelle, auquel vient s'ajouter les quelques 500 espèces de bactéries qui ont colonisé mon intestin pour jouer les agents de ma sécurité intérieure, tout ce gentil petit monde, d'une seule voix, m'a interpellé pour me signifier son ras-le-bol de croire que toutes les menaces du quotidien, ce qui m'agresse, me violente, m'abîme, me contrarie, me fragilise, soient traitées uniquement par ma tête et ce cerveau un peu condescendant. Jalousie mal placée, me direz-vous? Rébellion, forte tête ou déjà tentative de réconciliation? À suivre. Et si on se réconciliait avec notre corps? Se réconcilier suppose être fâché. Pas toujours, heureusement. Certains culturistes aux muscles saillants ne semblent pas avoir de honte à s'exhiber et à promouvoir le culte du corps parfait. La recherche du corps parfait. Existe-t-il en réalité?
Bon d'accord, Brad Pitt, Bradley Cooper ou Johnny Depp n'en sont pas loin. Angelina Jolie, Beyoncé ou Nathalie Portman, c'est pas mal non plus. Bon, pas de comparaison possible si ce n'est en ma défaveur, mais est-ce si important? Je repense à ce jeune poupon que j'étais, joufflu, potelé, bien indifférent aux autres, plus dodu ou plus maigrichon que moi. Que ce temps était béni, dénué du jugement des autres. Peu importe que ce ou cette petite camarade ait des rondeurs, une petite poitrine, des hanches larges ou des biceps rikiki. Seule la qualité des moments passés ensemble comptait. Et puis les années ont passé, et plus le jugement est devenu présent. Pendant la période de l'adolescence, la comparaison aux autres devenait le sport national. Les revues aux posters de stars étaient légion. Des modèles à suivre, à atteindre, à s'en rapprocher. Des chanteurs ou actrices à imiter. Des sportifs au corps sculpté que l'on enviait. Que de sacrifices à faire pour tenter de leur ressembler. Que de frustration quand on s'en éloignait. L'âge adulte a eu aussi son lot d'interrogations. Comment plaire? Comment se lier aux autres? Comment se sentir en sécurité au milieu de toutes ces injonctions de la société? Soigner son visage. Cheveux tirés, en chignon ou tombant sur les épaules? Long ou court? Barbe naissante, fournie ou rasée de très près? Et puis la quarantaine qui se pointe. Et si j'arrêtais de fumer, de boire moins d'alcool? Peut-être que ma santé serait meilleure. Peut-être je vieillirais moins vite. Ma peau resterait lisse. Ma petite bouée ventrale ne s'élargirait pas trop. Elle m'empêcherait peut-être de couler. Il serait peut-être temps d'arrêter la brioche beurrée, recouverte de pâte à tartiner et trempée dans un chocolat chaud délicieux et encore fumant. Lait entier, bien sûr. Je sens que j'ai réveillé quelques papilles chez certains. Et puis ce miroir déformant, grossissant, et puis cette balance déréglée. Et là j'avance. Les organes fonctionnent moins bien. Des réparations, des régimes forcés, des opérations, des salles d'attente, des murs blancs de l'hôpital, la pâleur du teint. Et dans tout ça, dans ce parcours de vie, si j'avais une baguette magique, je changerais quoi? À quel moment de ma vie j'arrêterais le temps où je modifierais une partie de mon corps ou bien carrément mon corps tout entier? Ou peut-être encore plus simple et moins coûteux en baguette magique. À quel moment mon jugement sur ce corps est devenu plus pesant et plus critique? Y a-t-il eu un jour où je me suis senti fier et joyeux de l'habiter? Quelle part ont joué les recommandations de mon entourage sur ce corps décortiqué? Entre plaire et être libre, y a-t-il eu un moment où tout a basculé? Jusqu'à quel point mon désir d'être aimé, reconnu, en sécurité, bien dans ma peau, m'a fait considérer mon corps autrement que comme un objet que l'on contemple? Jusqu'à quel point ai-je eu le désir de le transformer? Lui enlever une partie, en rajouter une autre, le réparer, le rogner, le liposucer, le gommer, le diminuer, le grossir, le reconstruire ou bien simplement me déboutonner. La liste des verbes d'action pour le modifier est longue. Au vu de mes essais infructueux dans les études de médecine, ne comptez pas sur moi pour agir dans ce sens, même si je pratique dans ma thérapie des opérations virtuelles, dites de pose d'anneau gastrique. Mon prof en fac de médecine se cacherait les yeux s'il savait cela, paix à son âme. Ce qui est certain, c'est que le corps ne fonctionne pas toujours comme notre esprit le souhaiterait. C'est clair, on souhaite tous être en bonne santé. On peut toujours rêver. La maladie, celle fonctionnelle, elle existe vraiment. Souvent soudaine, sans aucune cause précise, ou du moins sans que l'on puisse l'identifier comme étant de cause à effet évidente. Et là, la visite indispensable et impérative chez le médecin ou un spécialiste est là pour faire le diagnostic. Surtout ne pas en faire l'économie. Ici, mon propos est plutôt dans ces mots inexplicables que l'on qualifie de psychosomatiques.
des troubles physiques liés à des causes psychiques. Un mal de tête, une douleur au ventre, des difficultés à respirer, un cœur qui s'emballe. Nos pensées agissent sur le corps. C'est une évidence. Et parfois, c'est l'inverse. Pour l'hypocondriaque, quand le moindre mal de crâne se transforme en cancer du cerveau et que toutes les pensées vont dans cette direction, c'est clair que le corps agit sur les pensées. Ça fonctionne dans les deux sens. Alors qu'en penser de ce fonctionnement? Que faire? Comment arrêter la ronde infernale des emballements des pensées et du corps? On ne rejouerait pas Papy fait de la résistance, là, avec comme rôle principal la résistance qui démultiplie les symptômes. Plus j'y pense, plus je renforce ma douleur, et plus je veux qu'elle s'arrête, et plus elle s'intensifie. On peut s'opposer à cela par l'acceptation, sur la conscience de ce que l'on est, de se voir tel quel, mais c'est pas toujours évident. Y avoir accès demande de se voir comme un sujet qui existe et non comme un objet que je contemple. C'est une compétence bien utile, mais qui demande un petit peu de travail. Alors, si travail il y a, peut-on le faire en amont de cette douleur? Et s'il existait un antidote extrêmement puissant à prendre avant que le symptôme se déclenche? Et si on mettait le plaisir au cœur de l'intelligence corporelle? Est-ce qu'un corps qui éprouve du plaisir est en souffrance? Quand il bouge, quand il danse, quand il ressent de la chaleur, de la douceur, quand il entend de jolis sons, quand il voit un panorama agréable, quand il goûte avec délectation, quand il sent des parfums enivrants. La perception de nos sens, avec notre filtre unique lié à notre personnalité, avec notre façon de voir le monde, avec nos valeurs profondes, sont l'épicentre de notre plaisir corporel et psychique. C'est sûr que dans les distractions, c'est plus facile de sentir son corps se détendre ou éprouver du plaisir plutôt qu'au bureau, assis devant son ordinateur ou en train de parler au téléphone et négocier des contrats. Et pourtant, le plaisir peut être partout où la conscience et l'attention sont présentes. La pire des tâches que l'on fait en attention peut se transformer en plaisir inattendu. Pour une fois, cela ne vient pas d'un illustrateur, mais de moi. Croyez-moi, c'est du vécu. Mon dernier footing sous la pluie et la rédaction de ma déclaration d'impôt en sont des exemples. Nous sommes des êtres merveilleux, alors agissons avec notre corps de façon merveilleuse. Accepter qui je suis en tant qu'être unique et merveilleux, savoir être attentif, savoir prendre des postures d'attention, rechercher le plaisir en tout, même dans des situations neutres, grâce aux pensées que je dirige, c'est faire appel à mon intelligence corporelle et émotionnelle dans le même temps. C'est Antoine Damasio, célèbre neuroscientifique, l'un des premiers à constater à travers son livre « L'erreur de Descartes » que le dualisme cartésien est probablement une fausse hypothèse. Descartes considérait que le corps et l'esprit fonctionnaient indépendamment l'un de l'autre, que l'on pouvait faire appel à la raison sans mobiliser le corps et puis que le corps pouvait ressentir sans mobiliser l'esprit. Il sentait bien qu'il pouvait y avoir des interactions entre notre façon de penser et puis les conséquences sur le corps, mais il était loin d'imaginer le rôle de nos émotions dans les prises de décision. Les émotions font partie de notre raison et interviennent dans nos décisions. Il existe une interrelation étroite entre notre cerveau et notre corps et cela influence bien sûr notre perception des objets, des personnes ou des situations que l'on rencontre. On a tous fait l'expérience du déclenchement d'une colère et du tourbillon généré par elle, que ce soit dans les gestes ou dans les pensées, capable même de balayer tout sur son passage, que ce soit le raisonnement ou même des mouvements qui seraient complètement désorganisés, au point d'avoir l'impression d'être hors de soi. Ce que l'on imagine moins, outre le fait de casser un objet sous son emprise, ce sont les dégâts sur notre système physiologique intérieur quand elle se transforme, cette colère, sous l'effet de la durée, en anxiété permanente ou en peur chronique. Ce tueur silencieux, comme on le nomme, qui œuvre en silence pour nous entraîner vers le pire. Alors, inutile d'aller plus loin dans ces théories, juste prendre en compte que nos émotions, nos souvenirs aussi, font partie prenante sur tout ce qui concerne nos manifestations corporelles.
Mais ça, c'est pas vraiment une grande découverte. Juste garder dans un petit coin de notre tête et de notre corps que ce sentiment d'impuissance qui nous gagne parfois, ce désarroi qui provoque de la fatigue, de la procrastination, ce genre spleen baudelairien qui ronge et pas que les ongles, il trouve son origine dans nos pensées, certes, mais que notre corps en garde des traces et qu'à la première occasion, il saura réagir en envoyant un petit bouton par-ci, un mal de ventre par-là, une migraine bien installée. Vive mon corps réactif. Quand le symptôme physique transforme mon esprit en cocotte-minute, prête à exploser, et qui fait chauffer mes organes au bord de l'explosion, c'est encore le corps qui expulse, et mon esprit qui se sent menacé. Ah, ils s'entendent bien tous les deux quand il le faut. Si on avait vraiment conscience du grand chambardement qu'une simple pensée déclenche, comme flot d'émotions et d'hormones tueuses dans mes organes, on s'y reprendrait à 2 fois avant de juger, de condamner, de critiquer, de vouloir du mal, de haïr, même de fermer des portes avec violence et puis d'opposer une résistance au monde. Alors oui, ça marche dans les 2 sens. Mais c'est encore plus qu'une influence. C'est une connexion permanente dont il s'agit. Et cette connexion, elle s'exprime dans la chair. Nous sommes des êtres vivants faits de chair, de peau, de tissu, qui s'hérissent, qui vibrent, qui respirent, qui résonnent. Ça ne résonne pas intellectuellement, bien sûr. Ça résonne parce que ça vibre à l'intérieur et que j'existe par cette résonance. C'est un concept fondamental pour moi, la résonance. J'étais hier soir au concert de Grand Corps Malade. Pas loin des enceintes aux 10 000 watts, mon cœur sautait, vibrait sous l'énergie des membranes acoustiques. Mais pas seulement. Un mot bien placé, une évocation joyeuse ou triste, un ton authentique, une mimique d'un musicien, un solo de batterie, une complicité connectée entre eux et puis avec nous, le public. C'était comme un esprit et un corps qui vibraient ensemble. Et hier soir, j'ai résonné très fort. Quand on danse à en perdre haleine, quand on court à corps perdu, quand on respire, l'odeur du foin un matin d'été en pleine campagne, tout résonne à l'intérieur. Quand je marche dans la rue, que je regarde là où je mets les pieds pour ne pas écraser une matière odorante sur le trottoir, mon attention et mon pied gauche résonnent ensemble, même si cela porte bonheur. À ce grain de beauté que je surveille et qui est la marque de ma beauté intérieure que je cultive, encore une résonance. À cette musique ou ce texte qui me hérisse les poils, qui fait résonner ma chair et mes pensées autour d'interprètes que je chéris, de ces mélodies émouvantes, de cette harmonie trouvée entre le mot et la note choisie. Ça résonne dans mon cœur. Quand je lis ces mots posés sur le papier d'un livre qu'une personne inconnue a écrit mais qui parle de moi, je résonne avec lui ou elle. Quand je prononce ces quelques mots sur cet audio, à votre attention, ça résonne de plaisir à l'intérieur. Et puis si ça résonne un petit peu en vous, tant mieux. La liste pourrait être encore plus longue pour évoquer cette résonance. Cette résonance, elle rime avec présence. La résonance, c'est ce qui absorbe de l'énergie, c'est ce qui émeut. C'est une sensibilité aux êtres et aux choses qui émettent une vibration particulière. La résonance fait partie du présent et prépare mon futur. J'ai cette responsabilité de faire résonner cette chair qui palpite, qui tremble, qui vibre et qui fait de moi un être vivant au milieu d'autres êtres vivants. Alors, un grand merci à ce corps qui respire, qui court, qui est essoufflé, d'avoir froid, d'avoir chaud, de trembler sous les caresses, d'être rouge de colère, d'avoir le front qui plisse d'étonnement, de faire la moue sous l'effet d'un jus de citron sur la langue, de se sentir bouleversé sous les notes d'un Ave Maria de Caccini. Merci à mes pensées d'être alternatives et choisies, et pas répétitives, surtout quand elles me desservent. Merci de ces instants de présence, de connexion entre mon corps et mon esprit et de cette vie qui palpite et fait frissonner ma chair. Et puis, tant mieux quand les larmes coulent, quand cette palpitation prend la forme liquide parce que
la vulnérabilité des uns et des autres résonnent au grand jour. Et puis la résonance, ça ne se limite pas à des vibrations. Il y a d'autres aspects de son pouvoir en nous. D'adoucir nos jugements, nous l'avons. Le pouvoir de ne pas se déconsidérer, de ne pas se croire faible, nous l'avons. Le pouvoir de laisser personne toucher notre corps sans consentement. Nous devons l'apprendre et l'affirmer, et nous l'avons. Le pouvoir d'aimer ce corps, malgré ses imperfections, nous l'avons aussi. Alors, développons cette capacité à faire vibrer cette chair vers le haut, au-delà de toutes ces émotions qui nous attirent vers le bas, comme le désintérêt, l'absence d'amour, le dépit, le jugement permanent, le mépris, le rejet. On sent tous ce niveau supérieur de résonance quand on ressent de la joie, de la curiosité, de l'enthousiasme, de la gratitude, et puis toutes ces émotions qui fluidifient le lien avec le corps. Yeux dans les yeux, mains dans les mains, joue contre joue. Le pouvoir du câlin. Pas moins et pas plus de 10 secondes pour que ça fonctionne. Un humain de chair au milieu d'autres humains de chair. Pour conclure, un extrait d'un texte de Grand Corps Malade, justement, sur le langage du corps. Pour raconter le corps humain, rien n'est jamais évident. Je me suis creusé la tête et même un peu cassé les dents. Alors, ne faites pas la fine bouche. J'espère que vous serez d'accord que ce texte est tiré par les cheveux, mais que petit à petit il prend corps. Je n'ai pas eu froid aux yeux, mais je reste un peu inquiet. Je croise les doigts pour qu'au final je retombe sur mes pieds. Ne soyez pas mauvaise langue, même si vous avez deviné que pour écrire ce poème, je me suis tiré les vers du nez. La prochaine fois, je vais laisser de côté cette intelligence déclinée sur plusieurs thèmes pour visiter l'univers des compétences. Celles que l'on a, celles que l'on souhaite acquérir, apprendre à apprendre, apprendre le pouvoir et l'espérance de l'éducation à tous les âges. L'apprentissage un peu comme un chariot élévateur de notre construction, jusqu'à notre dernier souffle. Pour tenter de comprendre, d'améliorer, de renforcer tout ce qui a de l'intérêt pour nous. Et puis renforcer le nombre d'abonnés, c'est mon petit intérêt numérique personnel. Oh le vénage, j'entends certains me dire. Et ce challenge court toujours, faire partager l'audio à au moins une personne de votre connaissance, même plusieurs, sensible un petit peu à l'esprit de ces textes, histoire de faire grimper le compteur des abonnements. Merci d'avance. Je vous souhaite un corps et un esprit en harmonie, en résonance, vibrant et en présence avec vous-même et avec les autres. Belle journée ou nuit, selon.